Donc je commencerai ce conseil donc, par une information. Donc Madame Laperge Charlotte, qui devait siéger pour la commune de Barsac suite à la démission de Madame Caresco, a à son tour démissionné de ses fonctions. Donc à ce jour, nous n'avons pas d'informations de la part de la commune concernant son remplacement. Donc ça, c'était l'information du soir. Donc maintenant, je vais passer à l'appel. Donc Catherine Bertin, Daniel Boucher, suppléé par Laurent Fourcade, c'est ça? D'accord. Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Patrick Expert donc a donné pouvoir à Monsieur Joanneau, Laetitia Faubé, Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Monsieur Gara a donné pouvoir à André Massieu, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi qui s'excuse pour ce soir. Donc Corinne Lolland normalement devrait arriver, mais dans l'attente de son arrivée, elle a donné pouvoir à Bernard Dréau, Julien Le Tacon, André Massieu, donc Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand a donné pouvoir à Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletan a donné pouvoir à M. Giroir, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernin, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel. Ah, d'accord. Jean-Patrick Soulet, présent, Aline Techné. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose donc la désignation, comme d'habitude, d'un secrétaire de séance. Ce soir, je vous propose que le secrétariat soit tenu par mon collègue de gauche, Dominique Clavier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc élu à l'unanimité, bravo, félicitations. Alors, les décisions du président. Donc les DIA sont affichés à l'écran. Et concernant les autres décisions, donc décision 2023-108, signature d'un contrat de reprise des ferrailles issus des déchetteries avec AMF Recyclage pour l'année 2024. Décision 2023-109, signature d'une convention de mise à disposition de locaux avec la commune de Saint-Michel-de-Rieufray. Décision 2023-110, attribution du marché, étude de la centralité urbaine, petite ville de demain avec la société Arcus pour un montant de 69 990 €. Le marché a démarré avec une réunion de lancement cette semaine, en début de semaine. Décision 2024-01, signature d'un contrat de reprise des cartons issus des déchetteries avec l'entreprise Acteco pour 2024-2026. Décision 2024-92, signature de contrat des reprises des matières issues de la collecte sélective pour la période 2024-2026. Décision 2024-03,
action en justice contre la SMACL concernant le reliquat d'une indemnité de 100 000 € sur l'immeuble rue de l'Œil. Vous savez, c'était effectivement, il y avait eu un retard effectivement pour transmettre les factures, voilà, les factures, et puis comme on l'a donné en retard, ils ont dit, écoutez, je crois qu'on était à 170 000 €, ils dit on va vous payer 70 000 €, mais pour le reste, tant pis. Et on trouve que, effectivement, ce n'est pas normal, et donc on va faire le nécessaire pour au moins en récupérer une belle partie. Voilà. Donc pour ça, il a fallu donc faire appel à un avocat. Ok. Donc voilà l'ensemble des décisions, et nous passons au point suivant qui est l'approbation du PV du Conseil communautaire du 20 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Non. Donc on va passer à l'approbation donc de ce PV. Le vote est ouvert. Oui. Ah, il y a un petit problème de batterie. C'est bon, le scrutin est clos, bravo pour la technicienne. Voilà, ce qui donne 41 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, premier point à l'ordre, première délibération, administration générale, modification de la composition de la CLECT. Pour rappel, la CLECT est composée de manière identique à celle du Conseil communautaire, soit 43 membres. Il est proposé donc de modifier le représentant de la commune de Larocque pour remplacer M. Cavello par Mme Sylvie Porta. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet qui est relativement simple? Non. Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 41 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc deuxième, concernant toujours l'administration générale, modification des représentants des commissions thématiques. Alors, donc afin de tenir en compte des récentes démissions de conseillers municipaux dans les communes d'Arbanaz et de Landiras, il est proposé de modifier les représentants municipaux au sein des commissions de la CDC. Est-ce qu'il y a des questions concernant, c'est un réajustement, hein, enfin, ou une actualisation? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. 41 voix pour. Parfait. Donc, troisième, toujours administration générale, approbation d'un protocole transactionnel avec l'État et la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Alors, pour rappel, suite au rejet de la délibération du 10 juillet 2019, fixant les attributions de compensation, le président de la CDC avait saisi la préfecture le 26 juillet 2019. Le 11 février 2022, un arrêté de Madame la préfète avait fixé le coût net des charges transférées à la CDC. Le 2 août 2022, la commune de Sainte-Croix-du-Mont a déposé une requête au tribunal administratif afin d'annuler l'arrêté de la préfecture. Une médiation a été proposée et acceptée par les parties, c'est-à-dire proposée à Sainte-Croix-du-Mont et à la préfecture. Elle a permis de mettre fin au litige. En effet, il a été donc proposé l'accord suivant.
la CDC s'engage à restituer le stade de foot en modifiant son intérêt communautaire en matière d'équipement. Avant cela, la CDC doit effectuer des travaux de reconstruction de la main courante, évalués à 25 000 € TTC. L'État, via la préfecture, modifiera l'arrêté concernant la compensation due à cette restitution. À ce sujet, il a été ajouté à la version que vous avez reçue, qui a été légèrement modifiée à la demande du maire de Sainte-Croix-du-Mont, qui s'inquiétait par rapport à la rétroactivité. Alors la rétroactivité, pour nous, l'arrêté ayant été prise le 1er janvier 2022, donc il ne pouvait pas y avoir de rétroactivité avant cette date-là. Donc on l'a ajouté, hein, disant que donc nous, il n'y aurait pas d'effet rétroactif de toute manière qui va de soi par la loi. Donc on l'a ajouté au texte que vous avez eu, à la délibération que vous avez eue. Donc la commune de Sainte-Croix-du-Mont se désistera toujours et reprendra donc le stade en gestion. Donc voilà, on est arrivé, ça a été un petit peu compliqué, mais à partir du moment où il y a eu une médiation de demandés, nous, on s'est proposé immédiatement, alors qu'on n'était pas directement concernés, puisque c'était pas, nous, on n'était qu'observateurs dans l'affaire. Donc, et on s'est proposé de participer donc à cette. On a eu une rencontre à la sous-préfecture donc avec un médiateur de la République. On est arrivé à trouver un point d'accord au cours de cette réunion. Tout le monde était satisfait et reparti satisfait. Et donc l'aboutissement, c'est ce soir. Donc je vous invite donc, chers collègues, donc à valider donc cette proposition. De son côté, Sainte-Croix-du-Mont en fera de même, et ce qui nous permettra de signer effectivement cet accord et donc la restitution du stade de Sainte-Croix-du-Mont à la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. La première, j'ai une question, une remarque pour poser la question. La première, c'est lever les travaux qui avaient été faits sur les vestiaires. Sur les vestiaires, 280 000 €. Donc, bon, je pense que c'est la solution la solution la meilleure, étant donné qu'il y a plus peut-être une vingtaine de joueurs, il n'y a quasiment pas de club. Voilà, donc voilà, le bien communautaire étant pas vraiment, on ne peut pas le reconnaître ainsi, donc c'est un moindre mal. Et voilà, on peut. Voilà, l'intérêt communautaire. 20 000 € de verser pour pas grand-chose. Voilà. Sachant que quand même c'est utilisé par l'école de football de Sainte-Croix-du-Mont, hein, enfin, qui accueille principalement des jeunes. Hein, voilà. Mais c'est une école, hein, il n'y a pas d'équipe senior par exemple. Mais je crois qu'il est parfois utilisé, mais bon, ben, voilà, de façon tout à fait ponctuelle et voilà. Mais enfin, tu as raison. Hein, sur la rambarde me semble un peu chère quand même. Comment? La rambarde me semble quand même. Ben on a fait, je crois qu'on a essayé d'étudier. Il y a eu plusieurs devis et ça a été le moins cher. Ah. TTC, hein, là, hein, on est bien. Hein. Patricia, c'est TTC. Mais enfin, c'est long, hein, stade de football. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc, chers collègues, je vous invite à voter. Si, le vote est ouvert, je l'ai dit. Alors, Jean-Patrick. Oui, tu. Et Valérie. Bah oui, mais ça ne veut pas voter, tu vois, Ah. parce que je sais pas moi. Voilà, le vote est clos. 40 voix pour et une abstention. Et l'abstention, c'est Madame Ménoret. Voilà.
Je vous remercie beaucoup. Nous passons à la délibération suivante. L'aménagement du territoire, adhésion au CEREMA avec désignation d'un représentant. Et je donne la parole à notre collègue Alain Quérens. Bonsoir à tous, merci Monsieur le Président. Donc il s'agit, non je ne sais pas si, apparemment c'est, il faut passer dessus parce que j'ai pas la, voilà. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est que le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques et l'environnement, mobilité et aménagement. Donc vous savez qu'on fait appel souvent à cet organisme d'État donc pour différentes études pour nous accompagner. On a fait appel pour la mobilité notamment, mais pas que, pour les études d'inondation et de ruissellement sur les communes de Paillé, l'Estiac, etc. Il y a quelques années de ça. Et donc on nous propose donc une évolution de la gouvernance de cet organisme, donc avec la possibilité pour les collectivités donc de prendre part à la gestion, et donc en impliquant donc la désignation d'un représentant conseiller communautaire au sein de cet organisme pour pouvoir participer à sa gestion. L'avantage donc c'est que on aurait donc un pouvoir de décision en désignant donc un élu, de participer en tout cas, disposer d'un accès privilégié et prioritaire à cette expertise, de bénéficier d'abattement de 5% sur les prestations et par voie conventionnelle, donc de ne pas être obligé d'appliquer des obligations de publicité, de mise en concurrence sur certains marchés également. Voilà. Donc il s'agit pour vous d'autoriser, alors le montant de la cotisation, il y a un rectificatif à apporter, puisqu'on vous a dit que dans la délibération, dans la proposition de délibération, il y avait un abattement possible de 50%, or on n'y a pas droit, donc le montant de la cotisation c'est bien 1 641 €, donc il faut que vous rayiez que le montant de 820,50 €. Donc on vous propose donc d'autoriser le président donc à signer cette convention, mais au préalable, il faut donc faire un appel à candidature pour désigner donc un représentant. Il y avait eu lors de la dernière commission urbanisme une candidature, c'était celle de Madame Urmic, Fabienne Urmic, mais elle ne peut pas être élue, enfin désignée plutôt, puisqu'elle n'est pas, c'est obligatoirement un élu communautaire qu'il faut désigner. Voilà, donc on lui fera part de cette non-délégation en fait possible, de cette impossibilité. Donc, Monsieur le Président, vous faites appel éventuellement donc à une candidature. Est-ce qu'il y a des candidats? Hein? Donc Dominique Clavier, candidat. Oui. Vincent, allez, vas-y. Excuse-moi. Le CEREMA, on pourrait aussi envisager de les faire travailler sur certains sujets à court terme. Est-ce que tu as quelques exemples? On les a dans la délibération, hein, c'est-à-dire on a la possibilité de les faire travailler sur une expertise sur certaines prestations, donc il faut les consulter pour savoir quel est exactement le champ de leurs compétences. Et le champ de l'ordre, c'est la mobilité, l'aménagement, l'environnement et les risques en fait. Voilà, donc a priori c'est sur ces champs-là. Ça veut dire qu'il y a un temps, qu'il y a du boulot, qu'il y a des sollicitations qu'on va oui, faire. Bien sûr, bien sûr. Et par le biais de la convention, on a donc une tarification préférentielle aussi. Voilà. Mais la prestation, bien sûr, n'est pas gratuite, mais c'est un abattement. Le fait de signer cette convention, on a un abattement de 5% sur les prestations sur lesquelles on pourrait faire appel. Ok, donc nous avons la candidature, la proposition de candidature de Dominique Clavier. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, donc je vous propose que l'on vote ensemble, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. Hein? Donc le scrutin est ouvert pour... Hein? Voilà, c'est ça, hein, l'autorisation de signature pour le candidat, c'est pas la peine de voter 3 fois, quoi. Ok? C'est bon? Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, 1 abstention.
Madame Audrey Rénal. Ok, merci beaucoup. La délibération suivante concerne l'action sociale sur la désignation d'un représentant CPTS entre deux maires et je donne la parole à ma collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc les communautés professionnelles territoriales de santé ont parmi leurs missions socle la préparation d'un plan blanc permettant une réponse efficiente face à une situation sanitaire exceptionnelle, voire une crise sanitaire grave. Dans ce cadre, le CPTS entre deux maires a sollicité la participation de la communauté de communes Convergence Garonne pour rejoindre le groupe de travail gestion de crise sanitaire. Ce groupe de travail s'est déjà réuni en décembre 2003 pour procéder à la présentation de tous les éléments qui seront mis en place. L'objectif, validation commune de cette organisation, de cette planification. Deuxième copile, c'est dans un an, restitution finale du plan blanc. Et tout au long de l'année, il y aura donc des groupes de travail sur les différentes phases nécessaires à la réalisation. Et bien sûr, il faudra un technicien référent sur la CDC et un élu. Donc, après avoir réflexion, il va y avoir appel à candidature, mais je voulais vous dire simplement que pour le contrat local de santé, Valérie et moi-même faisons partie. On s'est entretenu ce matin, et il faut une personne qui vient bien défendre, parce qu'on est très ravis, enfin, on est ravis qu'on puisse rejoindre cette instance, qui n'est pas que des techniciens. Et moi, je vous propose de Valérie, justement, voilà. Maintenant, le appel à candidature, si d'autres personnes veulent se présenter, mais voilà. Je sais que Valérie, là-dessus, ne se laissera pas... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Donc je vous propose, chers collègues, de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. C'est la candidate. Voilà, Valérie Ménray. Bon, très bien. Délibération suivante. Enfance jeunesse, subvention de fonctionnement 2024 au foyer rural de Paillé. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Oui, donc c'est une délibération que l'on prend régulièrement concernant, en l'occurrence là c'est le foyer rural de Paillé, c'est pour l'attribution des subventions dans le cadre des accueils de loisirs du mercredi et des vacances, qui s'inscrit dans la politique générale de la collectivité. Nous avons signé une convention d'objectifs de partenariat en 2024 avec, nous avons travaillé avec l'association pour définir nos objectifs. Et en même temps, donc, cet accueil de loisirs qui est géré par l'association du foyer rural, il est rattaché à la convention territoriale globale que vous avez signée, l'ensemble des communes, c'est pas vieux, c'est peut-être avant-hier ou aujourd'hui, certaines peut-être. Donc à ce titre, l'accueil de loisirs percevra directement la prestation de service et le bonus territoire, c'est-à-dire ils vont toucher 17 719,60 € de PSO pour le compte de l'exercice 2023 et 15 757,76 € qui correspond à 70% de la cote du bonus territoire 2023. Sur une augmentation des aides directes précédemment perçues par la CDC de 4 460,91 € à 22 500 concernant les prestations ALP et LE. Dans le cadre de cette convention d'objectifs de financement liée à l'association, le foyer rural, il a été élaboré avec un montant de subvention proposé à hauteur de 27 205,33 € pour l'année 2024. Pour mémoire, donc ils ont touché en 2023 65 730 €, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ces sommes-là, dans les sommes qu'ils ont touchées, c'est de l'argent que l'on avait reçu nous, que l'on aura reversé. Donc maintenant, ils vont toucher ça directement. Donc du coup, nous proposons donc de signer une convention avec une subvention pour l'année 2024 de 27 205,33 €. Donc ça a été fait dans le cadre d'un travail que nous avons fait à l'association, qui va toucher donc 22 500 € directement de la part de la CAF. Et ensuite, vous avez aussi également un excédent de fonctionnement qui leur permet de réduire la subvention qu'on leur verse.
Des questions? Non? S'il n'y a pas de questions, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors, Maryse, appuie un peu plus fort sur ton boîtier. Voilà, le scrutin est clos. Donc 41 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc point suivant, finances, budget, modification des amortissements et des immobilisations. Et le rapporteur, c'est Dominique Clavier. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Dans ce début d'année, j'en profite aussi pour vous souhaiter tous mes vœux à ceux à qui je ne l'aurais pas fait. Je vous souhaite donc une très belle année. Je nous souhaite une belle année, parce qu'on aura pas mal de travail à faire ensemble. J'espère que ce sera fructueux et qu'on trouvera les bonnes voies pour orienter notre communauté de communes. Donc, ces délibérations consistent effectivement à modifier les règles concernant les amortissements des immobilisations. Bon, je ne vous rappelle pas ce que c'est qu'un amortissement, hein, c'est juste une provision pour constater la dépréciation des biens et avoir une ressource au moment où ils ont besoin d'être renouvelés. Alors, on a deux choses effectivement à valider, c'est le seuil à partir de quel somme on amortit, et puis les durées d'amortissement. Alors, ces deux appréciations, on les a faites bien entendu sous l'autorité de Marina Claver, qui est chef du service finance, et puis en concertation avec la CDL. Donc, en ce qui concerne le seuil, on l'a calé à 1000 €. Alors, on n'avait pas de seuil avant, on amortissait à 0. Hein. Un tapis de sol d'entrée d'une crèche à 600 €, on l'amortissait. Aujourd'hui, on ne l'amortira plus. On commencera à partir de 1000 €. Ce qui sera en dessous sera considéré comme consommable. Ce sera une charge. Donc, le seuil est à 1000. Vous avez dans la délib, je ne vais pas en refaire une lecture exhaustive, la durée des amortissements de l'ensemble des biens. On en a profité aussi sur ce tableau pour caler les articles, puisqu'on est passé en M57 et les articles ont changé. Donc on a un tableau qui est à jour, donc on amortit à partir de 1000 et les durées sont calées. Vous en avez connaissance dans le tableau avec les articles qui vont bien en M57. C'est important parce que dès qu'on passe une écriture, si on n'est pas au bon article à l'aréole, les délibs reviennent, on en fait tous l'expérience, quand il manque une virgule et un chiffre, ça ne va pas. Voilà, s'il y a des questions, une question qui est très technique. Non? Donc on passe au vote. Le scrutin est ouvert. Jérôme? Voilà, le scrutin est clos. 41 voix pour. Très bien. Je vous remercie. Donc la délibération suivante concerne l'ouverture des crédits anticipés numéro 1 sur le budget principal 2024. C'est toujours Dominique. Oui, donc c'est l'exercice, le passage obligé en début d'année pour qu'on puisse engager les dépenses. Vous savez qu'on a un droit ou une tolérance, appelons ça comme ça. On peut engager jusqu'à 25% du budget qui avait été consommé l'année précédente. Alors en ce qui concerne le budget principal, le total des investissements, vous l'avez, c'est 1 869 962,18. Donc on peut engager potentiellement jusqu'à 467 490,55. Donc on ne peut pas aller au-delà de cette somme. Ce soir, effectivement, ce qu'on vous propose, ce dont on a besoin d'engager, c'est à hauteur de 345 000 €. Il est possible qu'au mois de février, on ait peut-être une autre somme engagée. En tout état de cause, le total sera repris, ne pourra pas dépasser les 467 000. Et bien entendu, l'ensemble de ces écritures est reprise dans le budget et on réinclut ça dans une vision globale. Alors, en ce qui concerne le budget principal, on a la maîtrise d'œuvre pour les travaux d'extension de la crèche Crocolune. On a pour 35 000 €. On a un programmiste pour la rénovation du gymnase de Cadillac qui va être désigné tout prochainement. Il y a l'étude pour les schémas d'aménagement PDI-PRR.
l'engagement de l'ingénierie au PLH RU pour 55 000 €, le diagnostic agricole et les études environnementales OAP, ça concerne le PLUI pour 162 000 €, mais c'est dans le budget global du PLUI, on est toujours dans l'enveloppe. Et puis on retrouve effectivement la réparation de la main courante du stade de foot de Sainte-Croix qu'on doit réaliser avant le mois de mars pour 25 000 €. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui à acter. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 41 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc le point suivant, toujours finance, budget, annexe GEMAPI, ouverture de crédit anticipé numéro 1 sur le budget GEMAPI 2024. Dominique. Alors, bien, c'est le même exercice, sauf que il n'y aura qu'une décision anticipée numéro 1, puisque dès la délibération qu'on va prendre aujourd'hui, on aura atteint le montant autorisé. Et qu'aujourd'hui, on a un potentiel de 53 617,25 qui résulte d'une hauteur d'investissement à 214 469, et aujourd'hui on va engager pour 53 600 €. Donc dans ces 53 600 €, il y a l'étude géotechnique de Prégnat pour 30 000 qui était prévue, et puis on a un imprévu au niveau du lac de la Ramée, je parle sous le contrôle de Valérie, puisqu'on a une interruption des travaux, une reprise qui a engendré des frais, et aujourd'hui on a une facture de 23 600 € qui court, qui est en discussion, et qu'on sera obligé d'engager vraisemblablement avant le vote du budget au mois d'avril, début avril. Voilà. Des questions? Donc là, on a consommé le potentiel. Pas de questions? Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Christiane Casimajou, appuyez bien. Voilà, le scrutin est clos. À l'unanimité, 41 voix, je vous remercie beaucoup. Donc on est toujours dans les finances, budget annexe déchets ménagers Podinsac, ouverture de crédit anticipé numéro 1 sur les budgets des déchets ménagers Podinsac 2024. Dominique. Bien. Bien, ce qu'on peut engager, qui résulte des 25% des sommes engagées des sommes investies l'année dernière, c'est 74 937,24 qu'on va consommer, si j'ose ainsi m'exprimer, dès ce soir, puisqu'on a une étude sur les biodéchets de 29 900, de l'achat de composteurs à hauteur de 30 000 € et d'achat de bacs pour 15 000, et cette somme de 74 937 sera ainsi consommée. Question? Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 41 voix pour, je vous remercie beaucoup. Toujours finance, budget, adoption d'un règlement budgétaire et financier. Dominique. Bien, alors c'est la mise en place d'un document que nous n'avions pas mis en place dans la communauté de communes, qu'on vient d'écrire et qui va nous aider. Alors, je ne vais pas vous infliger, puisque vous l'avez eu dans les pièces annexes, il y a 34 pages, donc c'est un petit peu indigeste comme ça, là, au moment de l'apéritif. Pour autant, je crois que c'est un document extrêmement important, puisque c'est un document cadre qui permet à l'ensemble des services de savoir... là aussi, si je veux m'exprimer, les règles du jeu, comment ça se passe, qui fait quoi, quels sont les objectifs. Donc c'est extrêmement important. Donc je reprends ce qui était dans la page 6, quand même, je vais vous le lire pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais je comprends. La première année permettra de structurer les modalités d'organisation du dialogue de gestion au sein de la communauté de communes en articulant les interventions de l'ensemble des services ressources et des directions opérationnelles. Au sein du service finance, un travail a été engagé en matière de structuration des procédures et de rédaction d'un guide au niveau des services,
un certain nombre de prérequis seront nécessaires pour instaurer ce dialogue de gestion. Donc effectivement, c'est bien un document cadre qui permet à l'ensemble des services de parler le même langage. C'est aussi pour nous un document de culture, j'allais dire culture personnelle, mais qui permet de comprendre aussi quelles sont les règles qui régissent les mouvements de finances au sein de notre communauté de communes. Un autre point de ce document qui est aussi intéressant, hormis les principes généraux de fonctionnement, ça fixe quelques objectifs et c'est important que nous en soyons conscients. Des objectifs qu'on s'est donnés. Alors effectivement, ce document, on peut le revoir tous ensemble à certaines échéances ou quand il nous semblera bon. Il y a quand même des indicateurs de gestion. Je vous les donne. Donc les indicateurs qu'on s'est fixés en matière de gestion, le ratio de désendettement, le montant d'épargne brute, le taux d'épargne brute et le montant et le taux d'épargne net. Ces 4 indicateurs qu'on va suivre, qui vont nous servir à mesurer la santé financière de notre institution et de définir aussi nos capacités d'investissement in fine et éventuellement les mesures correctives à adopter si nous n'étions pas dans des ratios satisfaisants. Bien entendu, il peut y avoir d'autres ratios, mais on ne va pas en faire une collection. On changera si besoin est, s'il y en a un qui n'est pas pertinent, on peut en faire rentrer d'autres. On va voir, on va expérimenter, mais je pense que déjà avec ces 4 ratios principaux, on peut avoir un bon état des lieux et une bonne visibilité de nos affaires. Alors, on a aussi fixé des ratios de désendettement. Alors, vous savez qu'en la matière, il y a une règle commune qui fixe un objectif de 10 à 12 ans, en disant faut que l'ensemble des collectivités territoriales se situent à 10-12 ans. Au-delà de 12 ans, on est dans un seuil d'alerte. Ce que l'on a choisi, c'est d'inscrire aujourd'hui, de viser un seuil maximum à 8 ans. 8 ans, c'est une bonne durée. Qui permet d'être sur un mandat et demi et qui n'hypothèque pas 2 mandats entiers. Je pense que c'est bon d'avoir ce terme-là. Et dernier indicateur qu'on va aussi s'attacher à suivre de très près, c'est d'avoir un taux d'épargne brute compris entre 11 et 13%. Donc c'est important, on trouve ça dans ce document, donc c'est des engagements, c'est des objectifs et c'est des choses que l'on va suivre. Et il y avait un point sur les amortissements, où ce document fixe aussi le seuil des amortissements à 1 000 €. Je n'y reviens pas puisqu'il a fait l'objet d'une délibération. Donc voilà l'essentiel de ce document. Moi je vous invite, quand vous avez un peu de temps, à le parcourir, parce que je pense qu'il est intéressant, mais en interne, ça sera vraiment un document de base, c'est l'espèce de la constitution financière de la CDC. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document? Des questions? Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, 2 abstentions, qui sont Monsieur Espère, c'est ça? Oui, c'est ouais. D'accord, Monsieur Espère, et puis Vincent Jaune. Voilà. D'accord. Donc, on en a fini sur les points des finances. Je sais que Vincent, tu souhaitais intervenir, intervenir sur le budget et les finances. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Oui, en fait, je me rappelle, il y a au mois de juin, il y a eu des réunions, il y a eu une conférence des maires qui portait sur l'audit financier et fiscal. Et on se rappelle qu'il y avait eu beaucoup on était tous sortis, membres de la conférence, un peu abasourdis par l'hyper-technicité des sujets, par l'ampleur des dossiers à réouvrir, certains étaient oubliés. On est à 3 mois du budget. Voilà. L'audit il se poursuit. Le terme, c'est fin juin.
Donc on est dans le timing. Alors effectivement, tu as raison de le dire, c'est un dossier qui est lourd, qui est technique. On veut ratisser large puisqu'on va parler d'athlètes, on a un certain nombre de sujets. Ça n'empêche pas de la constitution d'un budget. On verra ce qu'on dit. Mais on est toujours dans le timing, l'étude se poursuit. Il faut effectivement constituer les dossiers. C'est particulièrement pas compliqué, mais technique, franchement. Donc, il faut rentrer dans, j'allais dire, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut aller au fond du moteur, parce qu'on veut vraiment bien caler les choses, et on aura une vision complète et une remise à jour de tous les ratios et de tous les éléments qui nous permettront de prendre des décisions et d'avoir la vision des possibles. Il faudra qu'on arrête de rêver, mais ça va pouvoir nous donner ces données-là. Quelles échéances tu proposes? Quelles échéances fin juin, on aura le rendu de l'ensemble des travaux. Ça veut dire que l'impact des décisions qu'on pourrait prendre après fin juin, ça sera pour 2025. Oui, oui. Donc 2024, on construit le budget de 2024 sans prendre en compte le paramétrage, un nouveau paramétrage lié à la... Ça peut jouer notamment sur les AC en fonction de la modification de l'athlète qu'on fera ou qu'on ne fera pas. Je ne dis pas aujourd'hui, mais l'athlète de 2024 sera peut-être pas effectivement celle de 2025. Il y aura un impact budgétaire sur 2025 qu'on ne peut pas, on peut pas boucler à la hâte un sujet aussi compliqué pour dire au 15 avril ça doit être fait. Je pense qu'il faut prendre le temps de poser les chiffres, d'aller au fond des sujets, parce que l'athlète va faire quand même l'objet de débats à la fois techniques et politiques, donc on ne va pas rouvrir le débat tous les 3-4 ans, mais il faut vraiment qu'on aille au fond. Donc, ouais. Bon, c'est bon, Vincent? Tu as eu ta réponse. Bon, donc on passe à la délibération suivante qui concerne le tourisme. Ah, on n'a pas voté? Ah si, on a voté. Hein? 39 et 2, voilà. Il y en a... Bon, donc le sujet suivant concerne le tourisme, avenant à la convention d'objectifs triennale 2022-2024 avec l'Office du tourisme du pays de Podensac et Cadillac, et versement exceptionnel. Je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. C'est bon. Oui. Juste, donc, effectivement, c'est un avenant qu'on vous propose par rapport au versement. Donc, oui, il n'y a pas de versement qui soit parfait, parce qu'effectivement, depuis 3 ans, je me creuse la tête pour avoir la meilleure chose possible. Mais c'est vrai que 3 ans, avec du Covid, avec des soucis aussi de trésorerie, ben c'est un peu compliqué. Donc, là, en gros, on proposerait sur cet avenant-là, et c'est ce qui convient en tout cas au niveau de l'Office, un premier versement de 70% de subvention en avril-mai. Après les votes des budgets, on était à 50% jusqu'à présent. 20% au moment du mois d'octobre, quand on a un bilan provisoire, et 10% en février. Alors ça, on le fait déjà aussi. Ou à l'heure actuelle, c'est 20% aussi en février et 30% en octobre. Donc voilà, c'est vrai que d'avoir une subvention un peu plus importante avant la période estivale, où c'est là où on fait les plus grosses dépenses, ça nous permettrait un peu d'être beaucoup plus aisé. On proposerait aussi un premier versement exceptionnel, parce que il se trouve que le bilan qu'on doit faire normalement, qu'on fait toujours au mois de février, risque d'être un peu décalé, parce que notre comptable est parti à la retraite, donc c'est un peu, on risquerait d'avoir le bilan et de proposer à la commission de tourisme que fin février, ce qui décalerait le dernier paiement qui est de 32 000 €. Et donc là, il nous reste à l'heure actuelle 32 000 € qui nous permet de vivre à peu près pendant 2 mois sur le vide de tourisme. Donc on fera un premier versement exceptionnel de 30 000 €, donc maintenant, déduite de la subvention de 2024, des 70% évidemment du premier versement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part au vote comme d'habitude quand on vote là-dessus. Voilà. Donc à cet écart, alors ceux qui suivent, les membres du conseil d'administration, c'est Thomas Filiat, Dominique Clavier, Jérôme Gauthier, Maryse Fortinon, Vincent Joanneau, Michel Garat, donc pour André, Jocelyn Doré, Julien Le Tacon, André Massieu, Daniel Boucher, Jean-Marc Depuy.
Et bon, Michel Attali est absent. Donc pour vous, il faut appuyer sur la touche 4, c'est-à-dire que vous ne participez pas au vote. Touche 4 pour ceux dont j'ai dit les noms. D'accord? Hein, vous avez bien compris, hein, ceux dont j'ai dit les noms appuient sur la touche 4, c'est-à-dire que c'est la touche où ils ne participent pas au vote, en fait. Hein. Voilà. Donc, et les autres, vous votez normalement. D'accord? C'est compris? Donc le scrutin est ouvert. Allez. Ça passe pas? Avec des clignotes? Ah oui, c'est bon. Le scrutin est clos. Donc nous avons 27 voix pour et une abstention. 3 Ah oui, d'accord. Il va falloir que je règle mes minutes. Alors, Monsieur Péguran, Madame Peigné et Monsieur Kérens. Voilà. OK? Donc la délibération suivante concerne les ressources humaines, création d'emplois non permanents pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité. Vous savez, c'est le principe de l'animation, enfin c'est pas un principe, c'est la réalité de l'animation en période d'été où nous faisons appel effectivement à des contrats. Donc c'est dans ce cadre-là que je vous invite à voter. Alors pour voilà, c'est ça. Donc pour information, donc il y a un contrat à temps complet pour chaque période de petites vacances concernant le plage, hein, de petites vacances scolaires, vacances d'hiver, printemps et Toussaint. Un contrat à temps complet pour le sport vacances-été et 2 contrats à temps complet pour la période estivale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà. Dominique? Non, ça n'a pas pris. Voilà, le scrutin est clos. 41 voix pour, c'est parfait. Donc la dernière délibération, ressources humaines, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité restauration. Donc c'est suite à des travaux, voilà, il y a des travaux qui vont être réalisés à Podensac, au centre de loisirs. Donc on va déplacer sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufray qui accueillera ce service. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est obligé à modifier un petit peu le contrat. Voilà, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Donc chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà. Encore une. Alors, Aline, appuyez un peu plus fort. Voilà, le scrutin est clos. Voilà, 41 voix pour, c'est parfait, à l'unanimité, on termine très fort. Donc on a épuisé l'ordre du jour. Donc à mon tour, bien évidemment, puisque c'est la première, le premier conseil communautaire de l'année 2024, donc je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année à venir, le meilleur pour vous tous et vos familles. Je vous rappelle quand même que le 31, nous aurons les vœux de la CDC, c'est à 18h, hein, c'est ça? 19h. 19h à la salle espace. Hein? Voilà, il y aura aussi de quoi se restaurer de façon conviviale.
Voilà, bon, mes chers collègues, je vous remercie beaucoup. N'ayant pas de questions orales, donc... oui. Alors, oui. Je voulais savoir si Monsieur le Président pouvait avoir un petit peu d'influence auprès de Gironde numérique. Dans ma commune, il y a toujours des zones blanches dont on attend le raccordement, alors que les troisièmes phases de 2024, les troisième zones sont en train de se faire. Cette première zone n'est toujours pas faite à cause de l'enregistrement des lignes. Et on n'arrive pas à avoir, quand vous envoyer des lettres recommandées à Gironde numérique, à Orange et compagnie, rien ne bouge. On veut savoir s'il y a un moyen de... D'accord. Écoute, ce que je te propose, André, tu nous envoies les copies des courriers que tu as envoyés et nous allons faire intervenir notre collègue Truffard qui normalement est notre lien avec Gironde numérique. Hein? Oui. Une information que je partage, qui bénéficiera, je l'espère, à vous, c'est pour la fibre. Je vous rappelle l'histoire des 293 000 € qu'il fallait que l'on se partage pour les communes qui voulaient enfouir et les projets d'enfouissement. Donc la commune de Rions avait une dotation de 38 000 €. Il s'avère que l'enfouissement dans le bourg de Rions doit être pris en charge en réalité sur fonds propres par Gironde et au début. Donc 38 000 € doivent être reversés au fonds commun et une discussion avec les Gironde au débit et numérique pour que ça puisse éventuellement compléter des budgets d'enfouissement qui pourraient être un petit peu réclamés. Donc je vous le dis, j'en parlerai à Matt. Non, mais je crois que ça a été pris en compte, Vincent. Ouais. Non, ça a été pris en compte, oui, puisque vous, la totalité était prise en charge dans... Voilà, chers collègues.